3 choses à savoir avant de commencer cette vidéo, c'est très important. Numéro 1, vous ne trouverez ce contenu nulle part ailleurs, donc concentrez-vous, c'est pas juste une vidéo où je vais dire des choses bateau. Numéro 2, comme à mon habitude sur la chaise sur la chaîne plutôt, comme à mon habitude sur la chaîne, la pédagogie est optimisée pour vous faire comprendre des choses compliquées facilement. D'où le fait que j'ai mis des cartes mentales et des sortes de graphiques et des diagrammes pour vous permettre de mieux visualiser les choses et comprendre. Et enfin, cette vidéo pourrait être une formation à elle-même, donc re-regardez-la plusieurs fois s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, c'est normal et elle est faite pour que vous reveniez dessus comme une formation. Et pour rappel, les cartes et les schémas que vous allez voir sur cette vidéo sont téléchargeables en description, donc pas besoin de prendre des notes. Donc, pourquoi est-ce que vos breaker blocks ne tiennent jamais? Il y a plusieurs niveaux de personnes qui traitent les breaker blocks et je pense que c'est pas de votre faute, hein, si ça marche pas, hein, vraiment pas. C'est de la faute, je pense, plutôt de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. principalement, et encore pire sur TikTok, Instagram, etc. C'est un peu de la désinformation et surtout, on vous vend le breaker block comme un truc magique qui déclenche une stratégie. On vous vend des stratégies autour des breaker blocks alors que c'est pas le bon truc. Et du coup, ça donne ce genre de choses. On va avoir trois niveaux de personnes qui traitent les breaker blocks. On a des personnes qui vont un breaker block, qui prennent un trade. C'est le début, ils sont débutants, ils s'entraînent à avoir des breaker blocks, c'est OK. C'est pas mauvais, hein, il y a aucun niveau qui est mauvais, c'est juste que c'est une progression. Ensuite, au niveau 2, on a des gens qui vont voir un breaker block, qui vont le prendre seulement s'il y a une prise de liquidité et ensuite ils vont prendre le trade. Et ensuite au niveau 3, dites-moi à quel, niveau vous êtes. On a des personnes qui vont voir un breaker block, qui vont attendre une prise de liquidité, qui vont faire des poupées russes, par exemple, vont prendre un breaker block M15, ensuite dans le breaker block M15, ils vont chercher un nouveau breaker block M5 et cetera. Par exemple, c'est quelque chose qui est bien et une prise de trade. OK. Le problème, c'est que là, vos breaker blocks, évidemment, c'est mieux si vous êtes niveau 3 que niveau 1, mais il y a un problème, c'est que c'est faux quand même. Et c'est pour ça que vous faites transpercer, parce que vous commencez votre trade, vous partez du principe qu'il y a un trade parce qu'il y a un breaker block. Alors que en réalité, le problème, il est là, c'est que votre réflexion commence par le breaker block. En réalité, votre réflexion, elle ne devrait pas commencer par le breaker block. Et à partir de là, à partir du moment où votre réflexion commence par le breaker block, vous avez perdu et vous avez, j'en sais rien, une chance sur 5, une chance sur 10, une chance sur 15 que votre breaker block fonctionne. Alors oui, quand vous allez aller sur les marchés, vous allez voir des breaker blocks qui fonctionnent et vous allez dire: «En fait, ça marche, c'est trop bien et tout, c'est super». Mais en réalité, certains fonctionnent pour des raisons précises et d'autres ne fonctionnent pas pour, bah, les mêmes raisons que les autres fonctionnent. Or, si vous partez du principe qu'il y a un breaker block, donc il y a un trade, bah, en fait, vous vous concentrez justement sur la finalité, sur la conséquence, c'est un peu l'effet papillon. Vous savez, le fait que, le battement d'un papillon, au Brésil peut déclencher, un tsunami, en Asie, à l'autre bout du monde. C'est l'effet papillon. OK, un petit truc déclenche au final une conséquence sans qu'on puisse trouver la cause. Bah, c'est un peu ce que vous faites avec les breaker blocks. Vous avez la conséquence, vous avez votre breaker block, mais le problème, c'est que pour vous, là, la cause est le breaker block. Alors qu'en réalité, le breaker block, c'est la conséquence. Autrement dit, pour vous, la cause d'un trade, c'est le breaker block, alors qu'en réalité, le breaker block, c'est la fin, c'est 5 de votre trade et encore, c'est peut-être 3 de votre trade et donc ça fait que, bah, vous finissez par vous faire transpercer par les breakers par des à chaque fois dans vos breakers et vous comprenez pas ce qui se passe. Et ça donne ça. Ça donne que, vous voyez, ouais, ouais, j'ai un beau breaker block, là, on prend bien la Zen high, on a bien clôturé, on a bien pris la liquidité, je rentre, stop loss. Ici, hop, un petit breaker block rapide en plus haut time frame, hop, une mèche qui vient juste prendre la liquidité, on chute, on casse bien, je rentre ici dans le petit, gap qu'on a, hop, ça part bien, je me fais stop loss. Je comprends pas, putain, pourtant j'ai bien suivi, on a bien un breaker block, on a bien en dessous de la du une sell side curve et tout, comment ça se fait que ça marche pas? Blablabla. Ici pareil, ouais, ici on a bien un breaker, on casse bien le high, on casse bien l'order block, c'est bien, je rentre aux 50. En plus, on a même une liquidité juste avant mon entrée ici, c'est top et tout, c'est parfait et boum, je me fais transpercer et vous avez beau continuer encore, 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 vous comprenez pas ce qui se passe et en fait, bah, au final, ça sert à rien parce que vous vous concentrez sur la mauvaise chose. Heu vous voyez des breakers à chaque prise de liquidité. En fait, à chaque prise de liquidité, vous avez potentiellement un breaker. Vous voyez ici, on a une prise de liquidité. Si on vient casser le low, ça fait un breaker. Ça ne veut pas dire qu'on a une entrée. Ici, on a une prise de liquidité, donc ce qu'on appelle un double purge, parce que ça a l'air de prendre une liquidité avant. Donc on a un purge, on revient, on reprend. Ça s'appelle un double purge. Mais du coup, on casse ensuite, ça fait un breaker. Mais c'est juste une prise de liquidité. Et en fait, le truc, c'est que du coup, à chaque prise de liquidité, vous risquez de
voir un breaker. Et vous, si votre trade est déclenché par le breaker, bah, du coup, ça fait qu'à chaque prise de liquidité, vous risquez de vous voir dans un trade. Et donc, ça fait qu'au final, bah, vous êtes toujours la liquidité, vous allez vous faire piéger. S'il suffit qu'on prenne une liquidité pour vous changer de sens, ça veut dire que vous n'avez pas d'idée derrière, vous ne savez pas vraiment ce que vous faites, et vous finissez par prendre un trade parce qu'il y a un breaker block. Encore une fois, c'est pas de votre faute, c'est ce qu'on vous a dit de faire au début. Mais c'est une erreur. Et il faut bien que vous compreniez ça. Un breaker block ne déclenche pas un trade. OK? C'est pas ça qui vous fait c'est pas la cause d'un trade, c'est la conséquence. OK, là il y a ça, 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 donc on a un breaker block, donc je rentre dessus. Mais c'est pas il y a un breaker block, donc on va chuter. Non, c'est on va chuter et donc il y a un breaker block. C'est important de savoir d'abord qu'on va chuter avant qu'il y ait un breaker. Et du coup, vous êtes concentré sur la conséquence et la considérer comme la cause. Ça, c'est important à comprendre ça, OK? Donc du coup, là on va rentrer dans le dur. Là, on va rentrer dans le dur, on va voir quasiment tous les éléments qu'il faut voir et dans quel ordre il faut les voir. Alors je pourrais faire une vidéo littéralement sur chaque élément. Voilà, donc c'est probablement ce qui va arriver. Dites-moi si c'est ce que vous voulez. Donc sur ce format, beaucoup plus visuel et je pense que c'est bien pour apprendre et se souvenir et surtout pour le garder parce que vous allez pouvoir le télécharger tout ça. Donc ça peut être intéressant. La première chose, c'est la narrative. La narrative, elle est importante pour plusieurs raisons. Parce que si vous n'avez pas votre narrative, si vous ne savez pas où vous allez, si vous ne savez pas quelle zone vous attendez, bah, en fait, vous êtes sûr de vous tromper, vous êtes sûr de prendre des breaker blocks au hasard et vous êtes sûr de prendre des stop loss. Donc l'élément numéro un de votre trade, c'est pas le breaker block, le déclencheur, c'est pas le breaker block, c'est votre narrative. OK? Vous savez qu'on va réagir à cet endroit-là et vous savez qu'on va aller à cet endroit-là. Et là, vous allez me dire: «Banana, comment je fais pour savoir qu'on va réagir à cet endroit-là et comment je fais pour savoir qu'on va aller jusqu'à cet endroit-là?» Justement, c'est le sujet de tout ça et c'est pour ça que je vous ai mis ces éléments et dans cet ordre-là. Évidemment, ça se travaille. Premier élément qui n'est pas marqué d'ailleurs et qui vient de me revenir en tête, sur comment vous allez savoir que cette zone va rusher le marché et comment vous allez savoir qu'on va aller sur cette zone, c'est un élément dont j'ai pas encore parlé sur la chaîne YouTube, mais c'est très important, c'est la mitigation. OK? Vous avez peut-être déjà entendu le concept de mitigation block de ICT. En fait, la mitigation, c'est un des concepts principaux de ICT. Si vous prenez pas en compte la mitigation sur le marché, vous comprenez pas ce qui se passe. Ah, il vous manque que 80 des informations. Si vous n'avez pas entraîné votre œil à voir les mitigations. Qu'est-ce que c'est que la mitigation? C'est le fait de venir toucher une zone avant de la transpercer. Que ce soit un order block, que ce soit une consolidation, que ce soit un fair value gap, que ce soit un BPR, que ce soit un rejection block, donc une mèche qui a réagi, une mèche de rejet. Peu importe ce que c'est comme PD array, le concept de mitigation, c'est le fait de venir toucher cet endroit avant de le casser. Ça le fait devenir low résistance. Ça transforme quelque chose qui était auparavant high résistance, comme par exemple un order block qui prend de la liquidité, comme par exemple une mèche qui vient prendre une liquidité, comme par exemple une consolidation. Tout ça, ce sont des endroits qui sont high résistance. C'est non exhaustif, il y en a d'autres. Tout ça, ce sont des endroits qui sont high résistance et qu'on ne va pas pouvoir traverser généralement directement au premier coup sur lesquels on arrive dessus. Ce qui vous donne 2 informations. La première information, c'est que la première fois que vous allez arriver dessus, vous pouvez vous attendre à avoir une réaction dans l'autre sens et donc un reversal. Donc une potentielle entrée à cet endroit-là. Commencez à comprendre? Narrative, on est à un endroit qu'on n'a pas encore mitigate, on arrive dessus pour la première fois, on le mitigate, on est censé voir une réaction à cet endroit-là. Donc vu qu'on est censé voir une réaction, on va passer à l'étape 2 après. J'y arrive. Donc OK, mitigation, c'est le plus important. C'est ça qui va vous permettre de comprendre la market structure, les high resistance qu'on a, donc une chose qui est quelque chose qui est high resistance, en général, c'est un PG array qui n'a pas encore été mitigate. Donc c'est un order block qu'on n'a pas encore touché, c'est une consolidation qu'on n'a pas encore touché, c'est un rejection block, donc une mèche qui vient prendre une liquidité par exemple, qu'on n'a pas encore touché, un SMT qu'on n'a pas encore touché. Ce genre de choses, ce sont généralement des high resistance. Et maintenant, comment est-ce que vous allez considérer, comment est-ce que vous allez choisir votre DOL? Donc DOL, c'est Draw Liquidity, donc c'est la deuxième chose. Il nous faut un endroit où on sait qu'on va réagir et il nous faut un endroit où on sait qu'on va aller. Et donc l'endroit où on sait qu'on va aller, c'est le DOL, le Draw on Liquidity. Comment est-ce qu'on fait pour savoir où est-ce que le marché va aller? Bah, une fois qu'on a un endroit qui est high résistance, qu'on n'a pas encore mitigate et sur lequel on sait qu'on va venir taper pour le mitigate avant de le transpercer plus tard, une fois qu'on aura tapé sur cet endroit-là qui est non mitigate, on va aller prendre
généralement de la liquidité. On va aller prendre quelque chose, donc c'est la liquidité en général, qui a déjà été mitigate. Donc si par exemple on a une consolidation qui n'a pas encore été mitigate, on va revenir, on va taper sur la consolidation, on va revenir prendre un ancien swing high par exemple, on aura pris la liquidité, maintenant la consolidation aura été mitigate et on pourra venir la transpercer. Donc là, il est où votre DOL, donc votre drawn liquidity? Vous avez réagi dans votre consolidation, vous l'avez mitigate. Votre drawn liquidity, il est par exemple dans l'order block au-dessus qui a déjà été mitigate par le mouvement qui est venu sur votre consolidation. Donc là, vous avez numéro 1 votre endroit high resistance, par exemple votre consolidation qui n'a pas encore été mitigate, et vous avez votre drawn liquidity, donc ça peut être un fair value gap dans lequel on n'a pas encore touché en HTF, ça peut être un swing high qu'on n'a pas encore pris, ça peut être un order block qu'on n'a pas encore pris, ça peut être les 50% d'un mouvement, donc le retracement 50% d'une jante de prix, ce genre de choses, ce sont des drawn liquidity, ce sont des objectifs, ce sont des targets. Ok. Donc là déjà, vous voyez, on a déjà une première étape. Et vous voyez, bon, je le fais en petit, il y aura des vidéos complètes sur la narrative. Là, je pourrais vous faire 15 bulles, ok? Mais c'est pour que ça fasse simple, c'est une introduction, c'est une formation de début. On commence, ok? C'est juste le début là, des prochaines vidéos. Donc, ok, on a un début de narrative, on a une zone non mitigée sur laquelle on s'attend à venir et à réagir dessus, et on a une target qui a déjà été mitigée, qu'on s'attend à prendre, ou alors un order block ou quoi, un EVG qui attire le marché qu'on n'a pas encore touché. Par exemple, ça peut être un fair value gap au 50% d'un mouvement qui va faire revenir pour mitiger le mouvement et ensuite revenir casser la consolidation. Ok. Donc, ok pour la narrative, on a déjà, vous voyez, déjà à partir de là, on sait où est-ce qu'on va réagir et où on doit aller. On est déjà mieux que 95% des gens, ça va nous éviter beaucoup, beaucoup, beaucoup de stop loss. Ok. Deuxième élément, PG Array HTF. Qu'est-ce que ça veut dire? PG Array, n'oubliez pas ce que c'est ICT, hein, encore une fois, je n'invente rien. Ce sont des éléments dans lesquels le marché a tendance à réagir. Ok? Enfin, en fait, c'est pas PG Array, normalement, c'est juste Array. PG, normalement, c'est Premium Discount Array. Mais bon, c'est pas grave. Gardons ça pour faire simple. Tout le monde y fait référence de cette manière, donc j'y fais référence comme ça pour que vous compreniez mieux au cas où vous ayez déjà des bases. Donc, qu'est-ce que ça va être? Ça va être c'est ce que je vous ai dit, ça va être du fair value gap, de l'order block, du rejection block, une consolidation, 50% de n'importe quoi. 50% d'un fair value gap, 50% de l'order block, 50% d'une conso, 50% d'un rejection block, 50% d'un mouvement d'une jante de prix, 50% de un peu de tu, en fait. Ok? Donc c'est un niveau important, ce sont des niveaux importants. Qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on a ça? Pourquoi? On a notre narrative, donc on a notre zone sur laquelle on sait qu'on est censé réagir. Dans cette zone, on doit avoir un PG Array. On ne doit pas réagir comme ça, waouh, au hasard, au feeling, parce que on le sent bien. Non, on doit réagir dans un PG Array. Ok? Et il y a certains PG Array selon les cycles du marché. Ça, ICT, on en parle dans son mentorship 2016. Donc, je vous encourage à y aller. De toute façon, je ferai probablement une vidéo dessus. Mais si par exemple on est dans une conso ou si on est dans une expansion ou autre chose, on va chercher des PG Array différents selon la phase du marché dans laquelle on est, parce qu'ils ont plus de chances de réagir. J'espère que j'ai du son parce que je sais pas. Mais bon, on verra. Et il y a plus de chances de réagir dans certains PG Array selon le cycle et la phase du marché dans laquelle on est. On verra plus tard dans d'autres vidéos. Pour l'instant, on reste simple. Donc, ok, on a notre zone dans laquelle on est censé réagir, on n'a pas encore mitigate. Maintenant, il nous faut un PG Array dans cette zone. Donc, on va par exemple avoir un fair value gap daily. Ok, ça peut être un fair value gap daily qui peut être pas mal. On l'a pas encore touché, on s'attend à réagir dessus. Ça peut être un order block, ça peut être les 50% d'une conso. Ok, imaginons, voilà, on a une conso daily, on arrive aux 50% de la conso daily. Donc là, on va partir sur ça. C'est notre PG Array, on va dire, les 50% de notre conso. Et dessus, on a un order block. Autour des 50% de notre conso, on a un order block qui va être notre PG Array. On va attendre d'arriver dessus, et quand on est dessus, on va maintenant regarder le temps. Ok, ICT répète toujours time and price. Dans le temps, on a plusieurs éléments. N'oubliez pas, on a notre narrative. Maintenant, on revient dans notre order block aux 50% de notre conso pour mitiger et repartir à la hausse. Ok, on fait ça. J'ai la gorge qui gratte. Donc, il nous faut maintenant le temps. On va prendre plusieurs choses en compte. Il y a les macros, il y a les kill zones, et l'EPDA, c'est pas vraiment le temps, mais c'est le cycle dans lequel vous êtes dans le marché. Donc, c'est un peu le temps en même temps, mais c'est pas vraiment le temps, l'EPDA. Ok. Pour info, EPDA, pour ceux qui veulent aller chercher sur Internet, c'est Interbank Price Delivery Algorithm. L'algorithme de délivrabilité du prix entre les banques. Ok,
Et ça vous donne des règles, en gros, qui vous donnent, par exemple, une conso, c'est forcément égal à une expansion. Une fois qu'il y a une expansion, il faut avoir un retracement, mais il y en a pas de sur une conso, on a ça ne peut pas donner lieu à un reversal, et cetera, et cetera, et cetera. Ça vous donne des règles à suivre qui vous permettent d'avoir un biais beaucoup plus facile à suivre. Je vais boire un coup. Donc maintenant que vous êtes dans votre order block, bah, vous allez attendre le bon moment pour rentrer. Qu'est-ce que c'est que le bon moment? Ça va être soit pendant des macros, alors ça je peux pas en parler sur YouTube, je préfère en enfin j'en ai parlé dans ma formation, je peux pas en parler sur YouTube, je veux pas en parler là. Donc ce sera, ou alors vous cherchez sur internet, vous pouvez trouver, je pense. Heu, ou alors tout simplement vous cassez pas la tête, vous prenez dans les kill zones, OK? Vous devez être dans votre zone, dans les kill zones, et vous devez avoir une prise de liquidité, une manip dans votre PD Array HTF, donc là vous passez en low time frame, vous êtes dans votre zone, vous êtes dans une skip zone. Maintenant, vous allez attendre votre reversal pour prendre votre buy. Qu'est-ce que c'est que votre reversal? C'est enfin votre breaker block. Enfin, là, votre breaker block rentre en compte dans votre prise de trade. Et vous voyez que c'est pas juste: «Oh, il y a un breaker block». Non, c'est pour ça que vous faites toujours transpercer. Parce que vous prenez juste un breaker block. Il y a pas toute cette, réflexion avant qui vous permet de comprendre pourquoi vous prenez ce breaker block, pourquoi ce breaker block a des chances de fonctionner. Si vous arrivez sur une zone une consolidation qui a déjà été mitigate et vous avez un breaker block bullish, vous allez prendre un buy, vous allez vous faire stop loss. Parce que la conso elle a déjà été mitigate, on va la transpercer, ça sert à rien, c'est pas une high resistance. Et là vous allez vous dire: «Tain, je comprends pas, pourtant il y a bien un breaker block». Exactement pour ça. Donc là, enfin, étape 4, on arrive enfin au breaker block. Maintenant, comment est-ce que vous allez optimiser vos chances de réussite sur ce breaker block? Plusieurs éléments. Premièrement, alors ça, c'est pas obligatoire, mais franchement, si vous l'avez, c'est très haute probabilité que votre breaker il passe, c'est avoir un SMT. Un SMT entre euro, alors vous pouvez regarder entre euro et GBP. Moi, perso, je regarde entre euro USD et le DXY, donc le dollar. Moi, je fais comme ça. Certaines personnes regardent avec entre les paires, comme vous voulez. Moi, je regarde avec le dollar. OK? Si vous avez donc un SMT, donc votre breaker, il fait son breaker à la hausse, là, vu on n'oubliez pas dans notre histoire depuis tout à l'heure, on cherche un buy dans une conso qui était plus basse. Donc là, on a un autre breaker dans notre order block, PJ Array, OK, time, enfin breaker block. Là, on a une petite conso qui nous fait un breaker avec plus de liquidité, et quand il prend sa liquidité, ça fait un SMT. Donc là, c'est vraiment, vraiment top. Je vais vous montrer évidemment après, sur le graphique. Donc, vous avez une prise de liquidité. Si possible, s'il y a la SMT, c'est top. Et avec du momentum. OK, il faut que le marché, on voit qu'il a envie de partir à la hausse. Qu'il nous fasse du bon fair value gap, qui, si possible, il casse les anciens fair value gap qui tenaient le marché à gauche, etc., etc. Là, c'est mieux. Par contre, si vous avez un breaker block qui, on ne fait pas d'SMT, c'est pas forcément grave. Mais qui prend pas vraiment de liquidité, qui prend pas de liquidité externe, mais qui prend que la liquidité interne dans le range, par exemple, c'est pas top. Et qui a pas de momentum, qui galère un peu à monter, qui fait pas trop de fair value gap, qui casse pas vraiment les anciens FVG qui tiennent le marché. N'y allez pas, vous allez juste risquer de prendre un stop loss pour rien. Autant il va reprendre encore une fois la liquidité, et là, il va vous faire un vrai breaker, et là, vous pourrez rentrer. OK? Donc voilà pourquoi vous ratez vos trades tout le long, parce que vous vous concentrez sur ça au lieu de vous concentrer sur tout ce qu'il y a avant. OK? Ça, c'était important. Maintenant, on va passer maintenant, on va passer au graphe, et je vais vous montrer un peu ce que je voulais dire par là. OK, donc premier exemple, on va voir un trade que j'ai pris hier, juste avant mon live trading dans la formation et KTP, et vous allez voir toute la narrative de A à Z. Donc ici, qu'est-ce que vous voyez déjà? On est en daily et il y a des choses qui sont déjà très intéressantes. Donc là, c'est la fin de la bougie de jeudi, de mercredi, et nous, on va trader le jeudi. Moi, ce que je vois ici, déjà, c'est très intéressant. Je vois qu'on est venu prendre une liquidité. À cet endroit-là, je vois que la mèche, elle vient taper les 50% de mon rejection block qui réagit dans mon fair value gap pile, pile, pile au pips près. Donc ça, déjà, pour moi, prise de liquidité plus réaction comme ça sur un PG Array, ça m'informe qu'il y a de très fortes chances que le marché il veuille chuter. Maintenant, jusqu'où il va chuter? Donc là, déjà, vous voyez, très simple, j'ai fait ma première partie de la narrative. J'ai trouvé un PG Array, j'ai une prise de liquidité, j'ai trouvé un PG Array dans lequel on est censé réagir. En HTF, pour avoir une narrative et pour savoir, OK, à partir de où je peux commencer à chercher une vente. À partir de là, je pouvais commencer à chercher une vente. Donc la journée d'après, bah, je vais me dire: «OK, bon, j'ai commencé à chercher une vente ici, qu'est-ce que je vais cibler?» Bah, moi, ce que je vois et ce que je peux cibler ici, c'est tout simplement le fair value gap qu'on a ici en daily, et même un BPR qu'on a. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre les 50% du fair value gap et cibler les 50% du fair value gap. Donc je vais faire ça, et je vais mettre un petit trait aux 50% pour que ce soit notre cible. Donc là, on a déjà des éléments qui sont très intéressants. On est venu
réagir ici et maintenant, moi, je suis bearish jusqu'aux 50 de ce FVG. J'ai ma narrative, OK? J'ai ma narrative. Maintenant, je vais descendre en time frame. Donc normalement, je vais en 12 heures, 8 heures et cetera, mais pour le besoin de la vidéo, là, j'ai déjà mes zones, donc ça sert à rien. Je vais aller directement, par exemple, en 1 heure et je vais voir ce que j'ai. Je vais également avancer à la bonne heure. Quelle heure il est? 22 heures. Je vais avancer jusqu'à 8 heures du matin. OK, j'ai pas encore avancé jusqu'à 8 heures, il est seulement 7 heures du matin. Mais qu'est-ce que j'ai déjà ici? Bah, pas grand-chose, je vois juste que le marché il est en train de chuter et ici j'ai une consolidation. Je vous ai dit que les consolidations, il fallait les mitigate avant de les casser. Ici, si je suis en H1, bah, j'ai l'impression qu'elle n'a pas été mitigate, cette conso, et donc qu'on risque potentiellement de la mitigate, de remonter, peut-être prendre ça, et ensuite de rechuter. Ça, c'est ce que je vois en M15. Par contre, en M1 par contre. Par contre, si je passe en M15, là, ça commence à devenir un peu plus intéressant parce que je vois qu'il s'est passé ça. Quand on a une autre console, on a une autre expansion, et là, on est revenu et on est parti à la hausse. Alors, c'est intéressant parce que du coup, cette zone est très probablement mitigate. Alors moi, mon trade, j'ai gardé 3 R parce que justement, je pensais qu'on pouvait risquer de remonter. Donc, je l'ai gardé jusqu'aux 50 de la consolidation, qui était du coup ici. Voilà, j'ai gardé jusqu'aux 50 de la conso qui était là, et vous allez voir qu'en réalité, le marché va continuer de chuter. Ça a été une erreur. Alors bon, j'ai pris mon TP, donc c'est très bien, mais j'aurais pu garder plus jusqu'à mon draw on liquidity final qui était ici. Ça aurait été en gros un partiel et un TP final, en gros. Du coup, qu'est-ce que je vois et qu'est-ce qui se passe ici? Bah, c'est assez intéressant parce que je vois que du coup, celle-là, elle a été mitigate. Ici, j'arrive, donc ça, déjà, ce lot-là, c'est du low résistance. Ok, je sais qu'on va le casser, c'est un short term low, il sert à rien. Il y a la liquidité en dessous, ça attire le marché. Ici, j'ai tout mon marché qui est respecté. Regardez là, au niveau de la structure du marché, donc on est toujours dans la narrative, hein. J'ai du fair value gap, j'ai du fair value gap. Donc là, je vois que le marché, il réagit. OK? Il est bien bearish. Ici, il vient mitigate une conso. OK? Il vient mitigate une conso et il réagit encore une fois dans un FVG M15. Donc ça m'informe que là, j'ai potentiellement un beau sell à prendre à cet endroit-là. Je vais dans M5. OK? Donc là, c'est intéressant. J'ai mon FVG M15 qui fait son travail. Ici, je viens mitigate une sorte de consolidation qu'on a eu là qui réagissait dans un fair value gap M15. Et là, j'ai peut-être un début de breaker qui se passe ici, vous voyez, sur cette conso, qui nous ferait, merde, qui nous ferait ça. Alors là, je peux pas aller voir le SMT parce que je suis en backtest, mais sinon, je serais allé voir le SMT, je sais plus s'il y en avait un ou pas. OK? Donc, potentiellement quelque chose comme ça. Donc, eh merde. OK, c'est bon, j'ai réussi à refaire marcher. Donc, on est de nouveau ici dans notre zone. On a cassé ici et si on veut un breaker block, on doit attendre de casser à cet endroit-là. Donc, le marché, on débute notre session, il casse, on a du momentum, exactement comme je vous disais, on a du momentum, on remonte tout de suite. Là, on n'a pas de fair value gap. Celui-là, il peut être risqué. Vous voyez, ça, c'est typiquement un genre de breaker block qui peut être risqué et qui peut faire peur à la majorité des gens si ils n'ont pas toute la narrative avant. Parce que là, finalement, on ne prend pas vraiment la liquidité là-haut, on n'a pas assez retracé, on est en bas de la session. Là, il y a même des gens qui vont essayer même attendre un breaker block bullish pour rentrer en buy. Parce qu'ils n'ont pas leur narrative. S'ils avaient la narrative, ils savaient qu'on doit aller en daily sur le fair value gap en dessous. Et ils verraient qu'on est dans un FVG M15 et que le marché réagit dans le FVG M15 et qu'il vient de rééquilibrer une conso et que là, ce qu'il est en train de faire, en fait, c'est tout simple. C'est qu'il a fait une conso, manipulation, distribution, retracement, réexpansion. Donc en fait, ici, notre breaker, il est totalement valide. Et on va rentrer en plus dans un fair value gap M15 que j'avais marqué tout à l'heure. Donc là, votre trade, vous pouvez largement, donc vous auriez pu le mettre avant, mais vous pouvez le rentrer là au marché ou peu importe, on s'en fout, on le met ici. Le but, c'est que vous compreniez ça. Vous le mettez et votre TP, il est au 50% du daily. Donc ici, ça fait 8 R. Moi, j'ai pas pris 8 R, j'ai pris 3,5 ou 3,8, je crois. Comme j'ai dit, j'ai coupé au 50% de la conso. Et donc là, maintenant, tout est logique. On est dans notre fair value gap M15. On a notre put, on a notre temps parce que notre kill zone, ok, on est pas, la kill zone n'a pas commencé, mais on est dans la session de Londres, ok. Londres a open. Ça y est, on est dans la session du matin. Donc là, on a tout. On a notre narrative avec notre réaction tout en haut et on sait qu'on va tout en bas dans le fair value gap daily. On a notre market structure. Rappelez-vous ce que je vous ai montré, hein. On a notre market structure avec le fair value gap M15 qui tient une conso qu'on vient mitigate. On a notre EPDA qui nous dit conso égale expansion, donc on est bon dans niveau EPDA. Enfin, on a le temps et on a enfin un breaker block qui nous permet ici de prendre position. On se fait déclencher et le marché, bah, il va chuter, il va réagir tout simplement. Ok, et on se fait TP. Mais vous voyez que le breaker block, c'est le dernier des trucs que je vais rater. En fait, j'aurais même pas vu le breaker block pour être honnête. Moi, je suis même pas rentré en M5, je suis rentré en M1 et je suis rentré
quelque part là-dedans dans cet order block. J'ai même pas attendu un breaker, je suis rentré quelque part là-dedans dans cet order block aux 50 de la conso, j'en sais plus exactement, mais je suis rentré quelque part comme ça. Je vais même pas chercher un breaker. En fait, le breaker, c'est juste un truc pour rentrer, mais je peux très bien rentrer sur un fair value gap, je peux très bien rentrer sur un VI, je peux très bien rentrer, même sans breaker block. En fait, on s'en fout. Tant que vous avez tout le cycle de ce que je vous ai montré avant, le breaker block, il devient presque pas obligatoire, en fait, on s'en fout. C'est juste un pattern d'entrée, mais c'est la finalité. C'est pour ça que je vous disais, c'est 3 ou 5 du travail. Donc évidemment, c'est difficile d'expliquer toutes les spécificités en une seule vidéo, sachant que pour la majorité des élèves de la formation, ça prend plusieurs mois à les comprendre avec les corrections des trades toutes les semaines, et cetera. Donc c'est normal si c'est encore un peu fouillis dans votre cerveau. Regardez cette vidéo plusieurs fois, essayez de chercher par vous-même des exemples sur les graphiques de ce qu'on vient de voir, téléchargez les notes qui sont en description et déjà vous serez sur la bonne voie. Et moi je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos et abonnez-vous.